merci beaucoup à vous, Isabelle Boulanger, d'être présente ce soir. Je vais juste dire un petit mot à votre sujet avant de vous laisser la parole. Voilà, vous êtes historienne, vous avez consacré plusieurs ouvrages donc, à plusieurs sujets. Vous étiez venue il y a 2 ans ici pour parler de l'exil des Espagnols en Bretagne durant la guerre civile. Peut-être certains d'entre vous étaient là à ce moment-là. Et justement, vous avez consacré plusieurs ouvrages donc, sur la Seconde Guerre mondiale, mais notamment sur les femmes dans la résistance, dont l'ouvrage Bretonne et résistante 1940-1944, mais vous allez y revenir tout à l'heure. Et en fait, grâce à ces travaux de recherche, on va plonger aussi dans un aspect donc peu connu de la période, la place des femmes, leur implication dans les différents mouvements de résistance, mais aussi la reconnaissance tardive de leur action. Et donc ce sont des questions qui semblent émerger depuis quelques années, mais c'est un sujet relativement nouveau. Donc c'est ce que nous allons découvrir ce soir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous remercie d'être si nombreux ce soir. Et puis je vais commencer par remercier l'équipe de Médiathèque d'accueillir cette conférence, l'équipe de BCDIA et en particulier Anna Quéré. Voilà. Et puis évidemment, je suis très heureuse, vous m'entendez bien ? Oui. Ouais. Je suis très heureuse de pouvoir honorer la mémoire des résistantes bretonnes, auxquelles j'ai consacré 3 ouvrages. Voilà. Alors, je vais commencer par vous parler un petit peu méthodologie et sources, parce que c'est important en histoire, mais rassurez-vous, je ne vais pas être très longue. Je voudrais quand même vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée à mener ces études sur les résistantes bretonnes. Donc, j'ai commencé ces recherches il y a une douzaine d'années, et il y a une douzaine d'années, j'avais constaté qu'en fait, il n'y avait aucune synthèse sur la résistance féminine en Bretagne. En fait, dans tous les récits sur la résistance, dans tous les livres portant sur la résistance, dans tous les témoignages de résistants, il y avait des allusions aux femmes, mais des allusions éparses. Et vous le savez, la démarche historique est avant tout une démarche scientifique et elle ne peut pas se contenter de sources éparses. Il faut absolument des sources qui soient fiables, d'une part, et qui soient suffisamment larges pour être représentatives, de manière à asseoir solidement l'étude. Donc, je suis partie dans un travail de recherche et j'ai ciblé en particulier les dossiers de cartes de combattants volontaires de la résistance, parce que ces cartes de combattants volontaires de la résistance étaient accordées aux résistants, hommes et femmes, qui répondaient à un double critère. Premier critère, avoir fait partie de la résistance organisée, premier critère. Et deuxième critère, s'être engagé au moins 90 jours avant la date de la libération. Voilà, donc ça représentait un panel extrêmement fiable et suffisamment large. C'est ce que je recherchais. Alors, ces cartes, voilà un exemple. Ces cartes de combattants volontaires de la résistance sont appelées en abrégé cartes CVR ou cartes vertes. Pourquoi ? À cause de la couleur de la carte. Vous voyez que le département est noté plutôt à gauche, au-dessus de la photo, là, vous voyez. Donc, moi, j'ai dépouillé les cartes CVR des femmes uniquement, non, je ne devrais pas dire ça, parce qu'il a fallu que je fasse des comparaisons avec les cartes des hommes, attribuées aux hommes, mais enfin, j'ai privilégié évidemment mon étude sur les cartes décernées aux femmes, et j'ai fait ce dépouillement dans les 5 départements bretons, voilà, en Bretagne historique. Alors, ces cartes CVR avaient et ont toujours une valeur honorifique, et d'ailleurs, elles donnent droit à une médaille, au port d'une médaille, et à la modique pension d'anciens combattants. Voilà. Donc, au total, j'ai dépouillé un petit peu moins de 1200 cartes CVR attribuées à des femmes pour les 5 départements bretons. Un peu moins de 1200.
Alors, faut-il en conclure que la résistance organisée n'a compté que ce nombre finalement restreint de femmes? Évidemment, non. Surtout pas, ce serait une erreur, une grosse erreur. En réalité, toutes les femmes qui auraient pu avoir la carte CBR ne l'ont pas demandée. Alors pourquoi n'ont-elles pas fait la démarche de demander la carte CBR? Eh bien, cette question nous amène à nous interroger sur le contexte social, mental et politique aussi des années 40. Donc, premier constat, toutes les femmes qui répondaient au double critère dont je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire avoir fait partie de la résistance organisée au moins 90 jours avant la date de la libération, n'ont pas sollicité la carte CVR. Et on en est absolument certain, puisque d'illustres résistantes manquent à l'appel. Par exemple, Jeanne Boëck, vous avez certainement entendu le nom de Jeanne Boëck, n'a pas eu la carte CVR. Jeanne Boëck, qui pourtant est une résistante bretonne tout à fait exceptionnelle et à plusieurs titres. Jeanne Boëck n'a pas attendu l'appel du général de Gaulle. Le 18 juin, au matin, elle travaillait à la poudrerie de Brest, elle était chimiste. Et le 18 au matin, les Allemands, 18 juin 40, les Allemands sont annoncés aux portes de Rennes. Ils vont traverser la Bretagne, ils vont arriver le 18 au soir. Le matin, elle part sur le port de Brest et elle cherche un bateau pour partir en Angleterre. Alors c'est pas du tout une fuite de sa part, c'est parce qu'elle sait très bien que la poudrerie va être réquisitionnée par les Allemands et elle ne veut absolument pas travailler au service de la guerre pour le compte des Allemands. Donc elle part en Angleterre, mais sans avoir entendu l'appel du général de Gaulle. Elle apprendra l'existence du général de Gaulle une fois arrivée à Londres. Et puis évidemment, ensuite, elle s'est engagée dans les forces françaises libres, elle est devenue volontaire. Et puis, je vous disais que c'est une résistante exceptionnelle à plusieurs titres. Déjà, l'engagement très précoce. Elle a à peine 21 ans, elle part sans avoir l'autorisation de ses parents, la majorité à l'époque a 21 ans. Et puis, elle est exceptionnelle aussi par son parcours au sein des volontaires françaises. Jeanne Boëck va être l'une des 6 femmes françaises à être parachutées dans la France occupée. Ce sera la seule survivante, parce que les 5 autres sont décédés en mission. Donc exceptionnelle par le fait qu'elle ait pu être parachutée, à sa demande évidemment, et puis exceptionnelle aussi parce que c'est la seule en France à avoir reçu de Londres la mission de devenir instructeur en sabotage. Voilà, mission qu'elle va accomplir en Bretagne. Et puis exceptionnelle enfin parce que c'est la seule femme qui a dirigé une opération de sabotage de ligne de chemin de fer, la ligne Dinan-Questembert. Voilà, donc vraiment exceptionnelle à plusieurs titres. Jeanne Boëck n'a pas la carte CBR. Donc combien d'autres manquent à l'appel? Combien d'autres auraient mérité la carte CBR? On ne le saura jamais. C'est impossible de les quantifier. Par contre, on peut déterminer les raisons pour lesquelles ces femmes n'ont pas demandé la carte CVR. Alors évidemment, il y a plusieurs raisons, sinon ce serait trop simple. La première, je dirais qu'elle est d'ordre tout à fait pragmatique, c'est-à-dire qu'un certain nombre de femmes ont pu être rebutées par le fait de devoir constituer un dossier. Parce qu'il fallait rassembler tout un tas de pièces, alors pièces administratives, je passe les détails, extraits d'actes de naissance, ce style de pièces. Il fallait aussi établir une chronologie très détaillée de ces actions résistantes. Et il fallait recueillir aussi le témoignage d'au moins 2 résistants avérés.
Voilà. Donc, ça demandait un petit peu de temps de constituer ce dossier et dans l'après-guerre, les femmes ont repris le cours normal de leur vie, leur métier, elles avaient leurs enfants, etc., leur vie. Et je pense qu'un certain nombre n'a pas constitué ce dossier parce qu'elles ont estimé qu'elles n'avaient pas le temps. Peut-être qu'elles ont été rebutées aussi parce qu'elles n'avaient pas l'habitude des tâches administratives, elles n'avaient pas fait d'études, etc. Voilà. Donc une raison pragmatique, hein, la première. Mais évidemment, il y a des raisons plus profondes aussi. Je pense qu'un certain nombre de femmes n'a pas souhaité avoir ce type d'honneur après la Seconde Guerre mondiale. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de Jeanne Boëck, hein, je ne sais pas du tout ce qu'il en est là concernant, mais je pense en particulier aux religieuses qui se sont investies dans la résistance. Les religieuses, notamment les Augustines, qui vivaient à Malétroit, et qui ont aidé les maquisards de Saint-Marcel, hein, puisqu'elles étaient à proximité de ce maquis, hein, pour rappel le plus étendu de Bretagne en 1944. Les Augustines de Malétroit, en tout cas quelques-unes, hein, pas la totalité, mais quelques-unes des Augustines, hein, se sont dévouées pour les maquisards en les soignant, les ravitaillant, les cachant, etc. Et elles n'ont demandé ni la carte CVR, ni aucun autre honneur après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Je pense aussi aux religieuses de Bron, pareil, qui ont été exemplaires, quelques-unes exemplaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles n'ont rien demandé non plus. Voilà. Alors, d'autres femmes, peut-être, auraient été intéressées par avoir la carte CVR, mais elles ont pu penser que les honneurs, les médailles, hein, ce genre de choses, c'était réservé aux hommes. Hein, c'était un peu l'idée à l'époque. Donc là, on arrive dans des raisons vraiment, je dirais, vraiment profondes. Hein. Alors, on note d'ailleurs que CVR, ça signifie, je vous le disais, combattant volontaire de la résistance. Et cet intitulé amène deux remarques. La première, c'est que combattant est au masculin. Et la deuxième découle de la première. Eh bien, on n'a pas prévu le féminin. Et un certain nombre de femmes ont pu penser que le mot combattant désignait des hommes. Et elles ne se sont pas, elles, identifiées à des combattants. En fait, que s'est-il passé dans l'après-guerre ? Eh bien, ce sont des hommes, et exclusivement des hommes, qui ont établi les critères d'éligibilité à la carte CVR. Et ces hommes, de manière plus ou moins consciente, ont choisi de valoriser la résistance armée, la résistance militaire, et donc la résistance masculine, puisque traditionnellement c'était les hommes qui prenaient les armes. Et ils ont valorisé le maquisard, ils ont valorisé le chef de groupe, ils ont valorisé les actions de sabotage au détriment des actions féminines qui leur paraissaient banales. Voilà. Donc, en fait, dans l'après-guerre, tout a été fait pour que le terme de résistant revienne aux hommes. Alors, de ce fait, pour les femmes, voilà, c'est reparti. Okay, de ce fait, pour les femmes, solliciter la carte CVR suppose qu'elles considèrent leurs actions résistantes comme des actions tout à fait exceptionnelles. Or, quand on regarde leurs dossiers, enfin les dossiers CVR, on se rend compte que c'est tout l'inverse qui se passe. Alors, je vais prendre quelques exemples parce que je trouve que c'est très parlant. Quelques exemples extraits des sources. Premier exemple, une résistante qui attend 1986 pour constituer son dossier explique, donc j'ai noté la phrase, hein, c'est parce que je pensais qu'il était naturel de faire ce que j'ai fait, que je n'ai jusqu'à ce jour présenté de demande. Et cette façon de penser, de présenter ces actions résistantes comme étant tout à fait naturelles, normales, banales,
eh bien ça revient constamment dans les dossiers féminins. Et par comparaison, j'ai regardé les dossiers masculins et j'ai vu que dans les dossiers masculins, on n'a pas du tout cette caractéristique. Je n'ai rien dit de plus. Je vous laisse à vos petits rires. Deuxième exemple. Une agente de liaison et de renseignement résistante depuis la première heure déclare, j'ai recopié la phrase, « Je n'ai fait aucune action héroïque. J'ai seulement aidé mon mari dans toutes les tâches qu'il accomplissait. » Donc vous voyez, la façon de minimiser ses actions. Je n'ai fait aucune action héroïque. Finalement, je n'ai pas fait grand-chose, quoi. Et j'ai seulement aidé mon mari. On minimise, enfin les femmes minimisent leurs actions par rapport aux actions masculines. Ça, c'est très fréquent aussi dans les dossiers. Et troisième exemple, voilà, alors éloquent aussi, hein, pareil, chez une autre résistante de la première heure, oui, ça prête à rire. Hein. Elle déclare « Je n'ai pas commis d'action contre les Allemands. Je me suis contentée de fournir des repas à 300 maquisards. » Donc on a l'impression qu'elle s'excuse presque. Hein. Alors évidemment, le chiffre m'a interpellée. 300 maquisards, je me suis dit comment c'est possible, surtout que dans le dossier, elle explique que c'est à la journée. Donc je suppose qu'elle a bénéficié du soutien de ses voisins, voisines. Hein. Ce n'est pas détaillé du tout. Par contre, le chiffre de 300 maquisards est repris par les résistants qui viennent à appuyer son dossier. Voilà. Donc, bon, il y avait certainement des connivences avec ses voisins. Mais enfin, bon, vous voyez, elle s'excuse presque, quoi. Et votre réaction, elle est tout à fait éloquente. Hein, c'est qu'on a envie de rire, tellement ça nous paraît gros à nous, quoi. Hein. Voilà. Donc, ça pour dire que ces réactions de résistantes, elles sont vraiment révélatrices de l'état d'esprit que ces femmes ont pu avoir en 1945 et dans les années suivantes. C'est-à-dire qu'elles acceptent tacitement des rapports de genre qui sont inégaux. Voilà. Et partant de là, eh bien, elles ont un mal fou à se définir elles-mêmes comme des résistantes. Or, si elles ne sont pas elles-mêmes convaincues qu'elles ont été des résistantes, elles ne vont pas solliciter la carte CVR. Voilà. Alors, je vous parle de l'attitude des femmes vis-à-vis de leurs actions. Je voudrais dire un mot de l'attitude des hommes vis-à-vis des actions féminines. Alors, deux exemples. Hein. J'aime bien les exemples. C'est mon côté prof, je suis désolée. Premier exemple, un chef de la résistance adresse en 1983 un courrier au directeur de l'Office national des anciens combattants au sujet de son épouse. Il écrit « Il a fallu que le secrétaire général de l'ANACRE, hein, donc l'ANACRE, l'Association nationale des anciens combattants, combattants et amis de la résistance, dans son discours lors du Congrès national en juin 1980 à Lyon, mettre l'accent sur l'oubli des femmes dans la résistance pour que je prenne conscience du travail accompli dans ce cadre par ma propre femme. » Donc ce qui signifie qu'il s'en rend compte 35 ans après les faits. Voilà. Alors, second exemple, le colonel Rémy. Faut-il le présenter? Le colonel Rémy, c'est le plus illustre des résistants français. De son véritable nom, Gilbert Renaud, le colonel Rémy a été fait compagnon de la Libération. Et après la guerre, il a consacré une 50aine d'ouvrages à la guerre et plus précisément à la résistance. Et dans quasiment tous ses livres, il parle de sa mère, de ses sœurs et de son épouse qui étaient engagées à ses côtés dans la résistance. Alors il en parle, c'est vrai, mais elles apparaissent ici et là, je dirais un peu en filigrane de ces ouvrages, à la manière un peu d'ombre chinoise, c'est-à-dire qu'ils vont en parler sur 2 ou 3 lignes, et puis elles disparaissent
pendant plusieurs chapitres, et puis elles reviennent, voilà, elles redisparaissent à nouveau. Ils ne s'appesantissent jamais sur le travail qu'elles ont fait, sur les rôles qu'elles ont eus. Pourtant, 2 de ces sœurs ont été déportées à Ravensbrück. Voilà. Alors, faut-il en conclure à de l'ingratitude des hommes à l'égard des actions féminines? Eh bien, évidemment, ce serait totalement hâtif de le penser. Encore une fois, leur attitude est à remettre dans le contexte des mentalités de l'époque, et ces hommes, tout simplement, ne pensent pas à valoriser les actions féminines. Pourquoi? Parce que ces actions leur paraissent naturelles, normales, banales. Or, toutes ces femmes, par leurs actions, ont risqué leur vie. Et risquer sa vie, est-ce naturel, normal, banal? Évidemment, non. Alors, en résumé, si une part des résistantes n'a pas demandé la carte CVR dans l'après-guerre, eh bien, c'est parce qu'elles ont accepté tacitement des rapports de genre inégaux à l'époque. Je m'explique. Pour ces femmes-là, je pense que le fait de demander la carte CVR, ça aurait été en quelque sorte se mettre elles-mêmes sur un pied d'égalité avec les hommes, à une époque où ça ne se faisait pas. Et donc, ça aurait été, en réalité, s'affranchir de la norme sociale et quasiment faire une revendication sociale qu'elle ne souhaite pas du tout. Et donc, finalement, on se rend compte que les femmes qui franchissent le pas le plus facilement, qui vont le plus facilement demander la carte CVR, sont celles qui ont subi la répression dans leur chair, qui ont été meurtries par les tortures au moment des interrogatoires, ou alors qui ont été déportées dans un camp nazi. Celles-là franchissent le pas facilement. Et encore une fois, c'est vraiment lourd de sens, je trouve, parce que cela veut dire que c'est la répression qui les aide à se définir comme des résistantes, et non pas leurs propres actions résistantes. Vous voyez ? Et pour toutes les autres, eh bien, la démarche a pu paraître incongrue en réalité. Alors, intéressons-nous maintenant à l'engagement des Bretonnes dans la résistance. Pour les femmes, s'engager dans la résistance ne va pas du tout de soi, du fait de leur héritage socio-culturel et de leur éducation. C'est-à-dire que les femmes étaient éduquées pour s'effacer derrière les hommes, pour jouer un rôle de seconde zone dans la société. Il faut se souvenir que les femmes ne sont pas encore des citoyennes à part entière, puisqu'elles n'ont pas encore le droit de vote. Et il faut se souvenir aussi que le gouvernement de Vichy veut les cantonner à leur rôle d'épouse et de mère. Or, toutes celles qui se sont engagées dans la résistance, eh bien, se sont, ont outrepassé le rôle que la société leur assignait. Et donc, on peut dire que leur engagement est hors norme. Il est hors norme, alors que celui des hommes ne l'est pas. Alors, pour autant, ont-elles transgressé l'ordre établi? Je me suis posé la question aussi. En fait, lorsqu'on examine de près les dossiers, on se rend compte que l'engagement des femmes dans la résistance, il est soit simultané, soit postérieur à l'engagement du mari pour les femmes mariées, ou à l'engagement du père ou du frère aîné pour les jeunes filles. C'est-à-dire que l'engagement masculin au sein de la famille sert de déclencheur à l'engagement féminin. Et l'engagement féminin est tacite. C'est-à-dire que les femmes mariées
se doivent de faire équipe avec leur mari. Hein, c'est la conception du couple qui est en vigueur dans les années 40. Et puis, les jeunes filles se doivent d'obéir à leur père. Voilà. Et donc, les femmes font cette démarche totalement tacitement. Elles accompagnent les hommes dans leur volonté de résister, sans du tout remettre en cause l'autorité masculine et encore moins la société patriarcale dans son ensemble. Et d'ailleurs, dans les dossiers, on ne retrouve aucune revendication d'ordre féministe. C'est-à-dire que les femmes ne se sont pas engagées pour se revendiquer en tant qu'êtres sexués autonomes. Pas du tout. En fait, ce qu'elles veulent, en s'engageant, c'est accompagner un mouvement collectif, participer à un mouvement collectif. Alors, au nom de valeurs pour certaines, ou par réflexe anti-allemand pour d'autres, parce que le souvenir de la Première Guerre mondiale est encore très très présent dans les consciences. Et puis souvent c'est un mélange des deux. Réflexe anti-allemand, les Allemands sont appelés les Boches, clairement en 40, en Bretagne. Et mélange de valeurs et mélange de réflexe anti-Boche. Voilà la réalité. En fait, ces femmes réagissent, elles s'adaptent à des circonstances qui sont exceptionnelles et elles s'adaptent en faisant des actions qui sont elles aussi exceptionnelles. Mais tout cela reste de l'ordre de l'exceptionnel. Et la meilleure preuve, c'est qu'en 1944, à la Libération, encore plus en 1945, ces femmes vont reprendre le cours normal de leur vie et on sent bien que la résistance n'a été qu'une parenthèse en fait dans leur parcours de vie qu'elles s'empressent de refermer. Voilà. Voilà ce qui concerne leur engagement. Alors, passons maintenant à l'analyse des dossiers CVR, analyse qui permet de définir le profil sociologique des résistantes et de répondre à quelques questions vraiment essentielles. Alors, première question très très large, qui sont-elles ? Qui sont ces femmes qui se sont engagées dans la résistance ? Deuxième question, quels ont été leurs rôles dans la résistance ? Et surtout, ces rôles ont-ils été genrés, c'est-à-dire déterminés par leur genre ? Et puis, troisième question, que peut-on dire de la répression qui s'est abattue sur elles ? Est-ce la même que la répression qui s'est abattue sur les hommes ? Donc, vous l'aurez compris, le questionnement central tourne autour de la question du genre. Je vais répondre à ces questions dans l'ordre. Alors, première grande question, je vous disais, très large, qui sont-elles ? Qui sont ces femmes ? Spontanément, j'ai envie de vous dire que ce sont des femmes ordinaires, mais ça, on peut le dire des hommes aussi, c'est pas une caractéristique féminine. Ce sont des femmes totalement ordinaires. La plupart, à l'âge adulte, vivent encore dans leur commune natale, ou si ça n'est pas le cas, elles vivent. Et cette remarque n'a rien d'anodine. En fait, on se rend compte à lire les dossiers que ces femmes-là connaissent parfaitement leur environnement géographique, c'est-à-dire qu'elles connaissent parfaitement les raccourcis, les petits chemins, les cachettes potentielles, et elles connaissent très bien aussi la population, les habitants, les gens à qui on peut faire confiance et les autres. Donc c'est un atout. L'âge moyen au moment de l'engagement est de 36 ans. Donc on peut dire que c'est un âge, c'est un engagement qui est, mûrement réfléchi. Mais vous avez quand même dans le panel un tiers de jeunes filles et de jeunes femmes de moins de 25 ans. Un tiers. Les trois générations sont représentées, donc les plus jeunes, les jeunes filles, jeunes femmes, les mères de famille, et puis les grands-mères aussi. Et la valeur n'attend pas le nombre des années. J'aimerais vous présenter Mireille Chrysostome.
Mireille Chrysostome, dans la fraîcheur de ses 20 ans, c'est la dernière photo que l'on ait d'elle. Mireille Chrysostome était sténodactylo à Saint-Brieuc. Alors, elle a un parcours un peu différent. Je vous disais que la plupart des femmes s'engagent dans le sillage de leur mari ou de leur père ou de leur grand frère. Et elle, c'est différent, elle fait partie des exceptions. Elle a voulu préserver ses parents. Ses parents ne se sont pas engagés dans la résistance. Ses parents avaient été lourdement endeuillés avant le début de la guerre, puisqu'ils avaient 2 filles. Et la cadette est décédée de maladie, juste avant la guerre. Voilà. Et donc, Mireille, elle, s'est engagée dans le sillage de quelques camarades à elle. Voilà. Et elle est devenue agente de liaison. Elle a fait énormément de missions. Elle s'est beaucoup dévouée pour la résistance, ce qui fait que ses chefs avaient pleinement confiance en elle et lui confiaient des missions de plus en plus dangereuse. En 1944, Mireille Chrysostome connaît 300 noms de résistants. 300 noms, c'est énorme. Hein. Et la plupart de leurs adresses. Voilà, tout ça a été mémorisé, hein, puisque vous savez bien que les agents de liaison mémorisaient un maximum d'informations pour avoir le moins possible de documents sur elle, hein, en cas de contrôle allemand. Sauf que Mireille Chrysostome, lors d'une mission en juillet 1944, avait sur elle un document lorsqu'elle a été arrêtée dans un contrôle. Les Allemands, évidemment, ont tout de suite compris que c'était ce qu'ils appelaient une belle prise, puisqu'elle avait ce document et qu'elle était donc forcément une agente de liaison. Et donc, ils étaient bien décidés à la faire parler. Or, Mireille Chrysostome ne voulait pas parler. Donc, elle a été torturée 3 jours et 3 nuits par des miliciens, donc par des Français, il faut le dire. Et elle a été achevée le 14 juillet 1944, à l'âge de 20 ans, d'une balle dans la nuque. Elle portait, lors de sa dernière mission, une robe... pour la petite histoire, une robe à fond blanc avec des grosses fleurs rouges et bleues. Drapeau tricolore. Voilà. Mireille Chrysostome donc, est décédée sans avoir parlé, et on le sait de sources sûres, puisque son arrestation n'a donné lieu à aucune autre arrestation. Et je vous rappelle, elle connaissait 300 noms de résistants. Sa dépouille a été retrouvée au mois d'octobre dans une fosse commune au sud de Saint-Brieuc. Et ses parents, qu'elle voulait préserver de tout souci, c'est pour ça qu'elle ne leur avait pas fait part évidemment de son implication dans la résistance, ses parents ont dû identifier le corps. Voilà. Et donc ils ont reconnu la robe et ils ont reconnu aussi une bague de valeur qu'elle portait à un doigt. Voilà. Je vous passe les autres détails. Mireille Chrysostome, magnifique incarnation de la résistance féminine en Bretagne. Et après ça, c'est un petit peu compliqué de poursuivre. Je voudrais vous dire un mot maintenant des métiers des femmes qui se sont engagées dans la résistance. Alors, on trouve dans les dossiers beaucoup de femmes qui sont qualifiées de ménagères, c'est le mot qui est utilisé. On dirait aujourd'hui des femmes sans profession. Voilà, Ménagères, alors c'était très intéressant pour les résistants d'avoir affaire à des ménagères, parce qu'en principe, elles sont disponibles 24 heures sur 24. Voilà. En principe. Elles se sont beaucoup dévouées, en tout cas pour la résistance. Et elles pouvaient être ce que j'appellerais multifonctions, c'est-à-dire qu'elles peuvent cacher des armes. Éventuellement, si l'appartement ou la maison est un petit peu vaste, elles peuvent cacher un clandestin ou 2. Elles peuvent servir de boîte aux lettres. Donc elles peuvent être multifonctions. Ça, c'est aussi un attrait pour la résistance. À partir de 1943, à partir du moment où les maquis se développent, on va trouver une surreprésentation aussi dans les dossiers de paysannes. J'utilise le mot paysanne, c'est le mot utilisé dans les sources.
on dirait aujourd'hui agricultrices. Voilà, alors les paysannes, pourquoi? C'est pas du tout parce qu'elles sont disponibles 24 heures sur 24, hein, on sait qu'elles travaillaient énormément sur leur exploitation. Mais disons qu'en principe, on savait où les trouver puisque la plupart du temps, elles restaient sur leur exploitation. Hein. Et puis, les paysannes vont être multifonctions comme les ménagères et donc rendre beaucoup de services à la résistance. Alors, je vous disais que je vous parlais du développement des maquis à partir de 1943, mais les paysannes vont ravitailler les maquis. Elles vont pouvoir aussi cacher des clandestins, elles vont pouvoir cacher des armes dans leurs dépendances, elles vont pouvoir servir de boîte aux lettres, etc. Donc le côté multifonction est évidemment très attractif pour la résistance organisée. Et puis, on trouve aussi une surreprésentation par rapport à la population active féminine de l'époque de commerçantes. Alors pourquoi les commerçantes? Parce que les commerçantes en principe sont parfaitement bien intégrées socialement, elles connaissent beaucoup de monde et elles vont pouvoir obtenir assez facilement des renseignements. On trouve aussi une surreprésentation de secrétaires de mairie, hein, c'est facile à comprendre parce que les secrétaires de mairie vont pouvoir fournir des faux papiers aux résistants, hein, donc fausses cartes d'identité, faux laissez-passer, Ausweis, carte de ravitaillement, etc. Tous ces documents qui étaient absolument indispensables aux clandestins. On trouve aussi une surreprésentation dans les dossiers d'employés de la Poste. Pourquoi? Parce qu'elles sont très utiles aussi. Elles vont pouvoir intercepter les courriers des Allemands et elles vont pouvoir éventuellement aussi intercepter les courriers de dénonciation des Français. Il ne faut pas oublier cette dimension-là non plus. On trouve aussi une surreprésentation d'employés à la SNCF. Pourquoi? Parce qu'elles vont pouvoir obtenir les horaires des trains allemands et ensuite les transmettre aux résistants qui vont pouvoir organiser au mieux les déraillements et autres sabotages des voies ferrées. Voilà. On voit bien en tout cas l'importance de la fonctionnalité dans la résistance et ce concept a été défini, mis en valeur par l'historien François Marcot. On trouve aussi une surreprésentation d'infirmières et je leur rends hommage aussi globalement à toutes celles qui se sont investies dans la résistance parce qu'elles m'ont épatée. Il y a des choses incroyables dans les dossiers, des prouesses remarquables au moment des combats pour la libération, où elles vont vraiment risquer leur vie pour sauver des résistants blessés. Je pense en particulier, puisque nous nous trouvons à Lorient, à Françoise Gélin de Bourgogne. Je ne sais pas si vous la connaissez, ça ne vous dit rien. Cette femme était infirmière. Et après la libération, au moment de la poche de Lorient, elle va réussir à sauver un résistant qui était fort mal en point et il faisait une sévère hémorragie. Elle le sauve sur le pont de Sainte-Hélène, donc pas très loin d'ici. Alors que les balles fusent, il y a un bombardement en cours, c'est absolument incroyable, quoi. Voilà. Et puis, on trouve aussi dans les dossiers une surreprésentation des enseignantes et en particulier des institutrices. Alors, les enseignantes et les institutrices comme les professeurs étaient très appréciées aussi au sein de la résistance organisée. D'abord, pour leur qualité intellectuelle. Alors, les institutrices et les professeurs étaient, on va dire, en règle générale, des femmes posées, réfléchies, qui avaient le sens de l'observation, qui avaient une certaine hauteur de vue, du recul par rapport aux événements. Toutes ces qualités intellectuelles sont très appréciées au sein de la résistance. Et puis, une deuxième remarque à faire à propos des institutrices, et en particulier des institutrices communistes. Vous savez que les communistes, le PCF, n'a pas attendu
que les femmes deviennent des citoyennes à part entière. Il n'a pas attendu que les femmes obtiennent le droit de vote pour leur donner des responsabilités. Le PCF a donné des responsabilités aux femmes depuis les années 20 et surtout les années 30. Et les institutrices communistes ont acquis des habitudes de lutte, de contestation et aussi un fort esprit de solidarité. Et ça, bien sûr, c'est très apprécié au sein de la résistance. Voilà. Et je voudrais vous parler de Thérèse Pierre, qui était professeure de sciences naturelles à Fougères, en Ille-et-Vilaine. Cette jeune femme était communiste, cégétiste. Elle s'était, avant la guerre, énormément impliquée auprès des réfugiés espagnols. Alors, c'est une résistance de la première heure, dès 1940. Elle n'attend pas que la résistance soit organisée pour s'engager. Elle est un cas atypique aussi, je vous disais, Mireille Chrysostome ne s'est pas engagée par le biais de son père, Thérèse Pierre non plus, parce que sa famille n'était pas en Bretagne. Elle s'engage d'elle-même, comme ça, sans connaître grand monde à Fougères, parce qu'elle venait d'être mutée à Fougères en fait. Donc elle s'est engagée corps et âme dans la résistance, par conviction, et très très vite, elle prend de l'ascendant sur un certain nombre de résistants et elle va réussir à fonder, enfin à être à la tête en tout cas d'un groupe énorme de résistants, puisqu'elle va être chef un peu plus de 100 résistants FN. On reparlera des FN tout à l'heure. Voilà, ça c'est totalement exceptionnel. C'est très rare qu'une femme, qu'une résistante en Bretagne ait acquis ce niveau de responsabilité. Commander, diriger un groupe d'hommes, un groupe énorme de 100, je suis en train de chercher la liaison, 100 hommes, c'est ça ? Oui. Merci. Je fatigue en fin de semaine, je vous prie de m'excuser. 100 hommes, c'est vraiment exceptionnel dans le panel. Voilà. Alors, Thérèse Pierre était agente de liaison, mais enfin bon, elle avait différents rôles au sein de la résistance. Elle se dévouait, je vous disais, vraiment corps et âme. Et en octobre 1943, elle savait qu'elle était repérée. Elle le savait, mais elle reculait le moment de déménager. Et en fait, en reculant ce moment, elle a précipité sa perte, elle a été arrêtée. Elle est arrêtée, et puis les Allemands savent qu'ils, là encore, ils connaissent un petit peu son cursus, je veux dire. Ils savent que c'est une très belle prise. Et donc, la première chose qu'ils font en l'arrêtant, c'est de lui casser les deux jambes, pour être sûr qu'elle ne puisse pas fuir. Alors, je vous passe là encore le détail des tortures qu'elle a subies. Torture, donc elle était emprisonnée, elle était à l'isolement. On l'a ramenée le soir dans sa cellule, et comme elle avait les jambes brisées, on la jetait sur le sol. Le 4e matin, on l'a retrouvée pendue à un barreau de sa fenêtre avec un bas à elle. Évidemment, c'est une mise en scène macabre des Allemands, puisqu'elle ne pouvait pas se hisser, elle ne pouvait pas tenir debout. Voilà. Elle n'a pas parlé non plus, et on le sait de sources sûres, puisque aucune arrestation n'a été faite à la suite de la sienne. Voilà. Thérèse Pierre, décédée à l'âge de 35 ans. Alors, j'en arrive à présent à la deuxième grande question, les rôles des femmes dans la résistance organisée. Alors, précisons d'abord que les résistantes bretonnes ont appartenu à 11 mouvements, je ne vais pas tous vous les citer. Je voudrais quand même citer les 3 qui sont mentionnés le plus souvent dans les dossiers. Le premier, c'est le FN, le Front National de Lutte pour la libération et l'indépendance de la France. Le FN de la résistance n'a évidemment rien à voir avec le parti politique créé bien plus tard par Jean-Marie Le Pen. Le FN de la résistance a été créé par le PCF.
Ensuite, le deuxième qui est le plus souvent mentionné dans les dossiers, c'est Libération Nord, que les résistants appelaient Libé Nord, qui est d'obédience, au moins au départ, d'obédience plutôt SFIO. Et le troisième, à égalité avec Libé Nord, c'est Défense de la France qui rassemblait, on va dire, les modérés et les catholiques, quoi, hein, les chrétiens et les modérés. Voilà. Mais vous savez qu'au fil du temps et au fil des arrestations, les mouvements en fait ratissent plus large. Hein, et donc, vous allez trouver à Défense de la France, par exemple, des communistes. Hein, ça étonne quelquefois, mais c'est le cas. Hein, et vous trouvez aussi des catholiques au FN. Voilà. Bon. Bref. FN, Libé Nord, Défense de la France, ce sont les trois mouvements qui sont le plus cités. Ensuite, vous avez Vengeance, l'OCM, l'armée secrète aussi, qui est encadrée par des militaires d'active, etc., etc. 11, en tout cas, sont mentionnés dans les dossiers. Ensuite, il est question de 61 réseaux différents, dont 41 réseaux de renseignement. Alors, pourquoi les femmes ont privilégié les réseaux de renseignement? Tout simplement parce que les activités proposées par ces réseaux sont très simples. C'est-à-dire que pour faire du renseignement, vous devez observer, recueillir et transmettre des informations. Et les femmes étaient assez à l'aise là-dedans, ça leur paraît en tout cas à leur portée, quoi. Elles savent faire, voilà. Donc elles privilégient ces réseaux-là. Alors on trouve aussi pas mal de femmes dans les réseaux d'évasion. Pourquoi les réseaux d'évasion? Alors ici, ce n'est pas les activités qui sont déterminantes, c'est tout simplement la géographie. Pardon. Si l'on pense au réseau Shelburne, qui est le plus connu en Bretagne, pourquoi des femmes se sont investies dans le réseau Shelburne? Parce qu'elles vivaient à Ploie ou dans les alentours immédiats. Voilà. Et par contre, à l'inverse, on trouve peu de femmes dans les réseaux d'action. Pourquoi? Parce que ces réseaux proposaient des actions de lutte armée, de sabotage, et qu'encore une fois, du fait de leur héritage socio-culturel et éducatif, les femmes rechignaient à aller vers ce genre de réseau. Ça leur paraissait pas... ça ne leur semblait pas être leur rôle d'aller dans ces réseaux-là. Et il faut dire que les hommes ne se privaient pas pour les dissuader d'y aller non plus. C'était très clair. Voilà. Alors, vous trouvez quand même quelques femmes dans ces réseaux d'action, mais à des postes de secrétaires plutôt. Voilà. Pas de postes en lien direct avec les actions armées. Alors, quels ont été leurs rôles maintenant proprement dit à l'intérieur des mouvements et des réseaux? On constate d'abord que les femmes exercent des fonctions qu'elles maîtrisent parfaitement, c'est-à-dire qu'en réalité elles font dans la résistance des choses qu'elles savent très bien faire dans la vie, quoi. Et à l'inverse, elles rechignent à endosser des missions qu'elles ne sont pas sûres d'honorer à 100%. Et ça, c'est totalement différent des hommes. Parce que quand on regarde un peu les dossiers masculins, on se rend compte que les hommes se sont jetés à corps perdu dans la résistance, sans formation préalable, et qu'ils se sont, par exemple, autoproclamés capitaines ou commandants du jour au lendemain. Voilà. Les hommes se posent pas tout un tas de questions, alors que les femmes, on se demandait, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je suis légitime? Enfin, vous voyez. Donc, encore une fois, on retrouve ce poids écrasant des mentalités. En fait, la résistance ne bouscule pas les normes sociales et mentales de son temps, et les femmes vont devenir les maillons essentiels de la résistance de l'arrière. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la résistance de l'arrière a été absolument indispensable à la résistance armée, militaire, donc masculine, en lui permettant de se développer et de mener à bien ses projets de grande ampleur.
C'est-à-dire que les femmes ont eu des emplois à la fois subalternes et essentiels dans la résistance. Alors qu'appelle-t-on résistance de l'arrière? En premier lieu, cela désigne toutes les missions qui sont effectuées au sein de la sphère privée. Alors c'est très pratique pour les femmes parce que, en apparence, elles ne modifient en rien leurs habitudes de vie et elles n'ont pas besoin de se déplacer. Voilà, hein. Alors, que font-elles dans la sphère privée? Eh bien, la première mission, la plus importante, ça a été d'héberger des clandestins. Par clandestins, on entend tout un tas de résistants divers et variés, si je puis dire. C'est-à-dire que ça peut être des agents de liaison qui sont en cours de mission, ça peut être des chefs de groupe, de réseau, de mouvement qui sont en déplacement, hein, qui vont vers un lieu de réunion. Ça peut être des prisonniers, des résistants prisonniers qui se sont évadés. Ça peut être des aviateurs alliés en attente de rapatriement. Ça peut être des résistants traqués par les différentes polices. Et à partir de 1943, ça peut être aussi les réfractaires au STO. Voilà. Et donc les femmes vont héberger ces clandestins. Qui dit héberger dit aussi les nourrir. Hein. Vous n'allez pas héberger quelqu'un et puis le laisser sans manger, quoi, hein. Donc il faut assurer le gîte et le couvert. Or, dans une période de restriction, voire de pénurie alimentaire, c'est tout à fait louable, évidemment, hein. À partir de 1943 et la constitution des maquis, je vous disais qu'on va trouver beaucoup de paysannes dans les dossiers. Et ces paysannes vont jouer un rôle crucial puisqu'elles vont ravitailler les maquis. Et je voudrais dire un mot d'une paysanne qui m'a émue, dont le dossier m'a émue. Mais il y en a, je vais vous dire franchement, il y en a énormément des dossiers de paysannes qui m'ont émue parce que ces femmes-là sont d'une humilité incroyable. Et Dieu sait qu'elles ont vraiment servi la résistance. Elles voulaient absolument rendre service. Et elles rentrent dans la résistance pour rendre service, les paysannes. C'est vraiment ça. Alors, je prends l'exemple de Valérie Villalard, et à travers Valérie Villalard, je rends un hommage global à toutes les paysannes qui se sont investies dans la résistance. Valérie Villalard, elle m'a émue parce que elle est veuve depuis 1940, elle a perdu son mari dans les combats de mai-juin 1940. Elle a une petite exploitation dans la petite commune de Vieux-Viel en Ille-et-Vilaine, et donc elle se retrouve seule en 1940 avec 8 enfants, dont l'aîné n'a que 13 ans. Hein. Donc 8 enfants à charge. Eh bien, cette femme va malgré tout, en 1944, c'est pas l'année la plus facile, hein, parce que les Allemands sont quand même bien remontés en 1944, elle va prendre en charge pendant une semaine entière 85 maquisards à sa charge, c'est-à-dire qu'elle les héberge et qu'elle les nourrit. Alors, ne me demandez pas comment elle a fait, mais le chiffre est attesté par les 2 résistants qui soutiennent sa demande de carte CVR. Et il faut savoir que son exploitation se trouve juste à la lisière d'une forêt où cantonnent des Allemands. Voilà. Franchement, il y a des femmes qui suscitent l'admiration. Hein. Alors, ces résistantes qui ont hébergé des maquisards, des clandestins en tout genre, ont été très mal reconnues après la guerre. Le fait d'avoir hébergé, ça paraissait, je vous le disais tout à l'heure, pour une action complètement naturelle, normale et banale. Et pourtant, ces femmes ont pris des risques énormes, parce qu'en cas de perquisition, elles ne pouvaient pas nier, hein, et c'était une condamnation à mort assurée. Elles ont pris le risque pour elles, mais pour l'ensemble de leurs maisonnées, enfants y compris. Voilà.
Je voudrais prendre l'exemple de la famille Génote en breton, qui vivait à Quimperlé. C'était une famille de commerçants qui était très connue à Quimperlé parce qu'ils ils étaient commerçants, donc connus par rapport à leur profession, mais connus aussi parce que très investis dans les associations catholiques auprès de la paroisse de Quimperlé. Le couple Génote avait 3 enfants. Ce couple a hébergé un aviateur en attente de son rapatriement, et ce couple a été victime d'une dénonciation. Les 5 personnes, donc le couple et ses 3 enfants, ont été déportés et aucun n'est revenu. Donc voilà pour illustrer mon propos sur les risques de l'hébergement, et pourtant, je vous le dis une nouvelle fois, l'hébergement a été très très mal reconnu après-guerre. Alors en dehors de l'hébergement, le domicile pouvait servir à d'autres fonctions. La fonction de boîte aux lettres que j'évoquais tout à l'heure, puisque la poste était très très surveillée par les Allemands. Le domicile peut servir aussi de lieu de réunion pour les groupes de résistants, voilà. Il peut servir aussi à taper à la machine les tracts, les journaux de propagande anti-allemande, les brochures, les directives en provenance des réseaux et des mouvements. Et taper à la machine, évidemment, à l'époque, c'est une tâche exclusivement féminine. Le domicile peut aussi servir à cacher différents types de matériel compromettant. Alors, par matériel compromettant, on entend le matériel d'impression, impression pour les tracts, les directives, les brochures, les journaux de propagande anti-allemande, etc. Évidemment, les postes émetteurs, et puis tout ce qui concerne l'armement, les armes, les munitions, les explosifs. Voilà. Alors, ce matériel compromettant arrivait le plus souvent par les airs, c'est-à-dire par la voie des parachutages, et une fois au sol, était acheminé dans un premier temps vers les dépendances des fermes. Pourquoi les dépendances des fermes? Parce qu'il y avait de la place, tout simplement, et on retrouve là encore le rôle des paysannes. Alors là, je voudrais rendre un hommage à la famille Pondard, mais je suis désolée, je n'ai pas de photo de cette famille. La famille Pondard, qui a joué un rôle exceptionnel aussi au sein de la résistance en Bretagne. La famille Pondard, c'était un couple et 7 enfants, 6 filles et un fils. Tous impliqués corps et âme dans la résistance, et cette famille Pondard tenait la ferme de la Nouette, qui se trouve juste à proximité du maquis de Saint-Marcel. Et les Pondard avaient un de leurs champs qui avait été homologué terrain de parachutage par Londres. Et cette famille a eu un rôle crucial, en particulier en juin 1944, puisque entre le 6 et le 17 juin 1944, le maquis de Saint-Marcel a été attaqué par les Allemands en 1918, mais entre le 6 et le 17 juin 1944, sur le terrain appartenant à la famille Pondard, 68 avions sont venus, 150 hommes ont été largués. Donc vous imaginez un petit peu les nuits sans sommeil qu'a passé cette famille, aidée évidemment par leurs voisins. Ils n'étaient pas seuls, parce que vous imaginez, il fallait aller très vite une fois que les conteneurs étaient arrivés au sol. Les Allemands, on est en juin, je le rappelle, en juin 1944, les Allemands étaient à l'affût évidemment des bruits d'avions, donc il fallait aller très vite, et puis il fallait faire tout de nuit, évidemment, on n'allait pas allumer plein feu, Donc les conteneurs étaient acheminés vers les dépendances des fermes, donc la ferme de la Nouette et puis 2 autres fermes, par charrette. Et les filles Pondard alors avaient un rôle très particulier. Les filles de la famille Pondard redressaient les herbes, figurez-vous, parce qu'il ne fallait pas laisser de traces des parachutages. Donc elles s'amusaient, le terme n'est pas très approprié,
elles avaient pour mission de redresser les herbes une fois que les charrettes étaient passées. Voilà. Et au petit matin, tout le monde vaquait aux travaux de la ferme, évidemment, puisque les bêtes n'attendent pas. Voilà. Les activités de cette famille entre le 6 et le 17 juin 1944. Une des filles a été déportée à Ravensbrück. Le fils unique de cette famille a été fusillé par les Allemands. À la ville, évidemment, la quantité d'armes est nettement plus réduite, évidemment, puisque les cachettes sont beaucoup plus petites. Mais je voudrais vous citer l'exemple de Marie-Françoise Morin, qui tenait un café à Saint-Brieuc et qui m'a marqué aussi. Parce qu'elle avait pris l'habitude, figurez-vous, de cacher des armes à l'intérieur des banquettes sur lesquelles s'asseyaient ses clients allemands. Il faut le faire quand même. Et puis vous avez des drôles de surprises, évidemment, dans les dossiers. Je me souviens de résistantes aussi, d'institutrices qui avaient caché aussi des armes à l'intérieur de l'estrade, alors que elle faisait cours avec les élèves, évidemment, ne se doutait de rien. Une d'elles a caché jusqu'à 80 kilos d'explosifs dans sa classe dans l'estrade. Heureusement que les petits élèves ne se doutaient pas de ça. Et évidemment, alors on sourit, mais je vous rappelle que détenir des armes, évidemment, en cas de perquisition, c'était risquer une condamnation à mort. Enfin, c'était une condamnation à mort assurée. Alors, on vient d'évoquer les actions des résistantes à l'intérieur de la sphère privée. Les résistantes officient aussi au sein de la sphère publique. Que font-elles dans la sphère publique? Elles vont diffuser les tracts et les journaux de propagande anti-allemande. Elles vont recueillir les informations, puisque je vous ai dit qu'elles étaient très impliquées dans nombre de réseaux de renseignement. Et puis elles deviennent agentes de liaison, c'est sans doute la mission la plus connue pour les femmes. Et elles vont faire des kilomètres et des kilomètres chaque jour à vélo, quelquefois une centaine de kilomètres à vélo. Ce sont les plus jeunes qui sont, privilégiés pour ce genre de mission, parce qu'il fallait être en très bonne condition physique, et puis il fallait pouvoir être disponible aussi. Et il fallait pouvoir pédaler par tous les temps, qu'il pleuve ou qu'il vente, peu importe. Il fallait apporter les documents ou les renseignements que l'on avait mémorisés. Alors évidemment, la mémoire joue énormément, puisqu'on essaye d'avoir le moins de documents compromettants sur soi. Lorsqu'on est obligé de transporter des documents compromettants, mais il y a tout un tas de cachettes aussi évidentes. L'intérieur le mot m'échappe, du cadre du vélo, merci. Alors quelquefois elles mettent des documents dans la doublure de leurs vêtements ou dans l'ourlet de leurs vêtements. Je me souviens d'une résistante qui circulait à bicyclette avec son petit chien, un adorable petit chien. Et elle lui avait confectionné un panier avec un double fond, donc elle mettait les documents dans le double fond. Cette jeune résistante-là a été arrêtée 3 fois au total, lors de contrôles allemands, une fois en 1943, 2 fois en 1944. Les trois fois, même en 1944, elle a eu de la chance, les Allemands lui ont complimenté sur son joli petit chien. Les 3 fois, incroyable. Voilà. Alors, évidemment, on pédale quand les missions ne sont pas trop éloignées. Lorsqu'il faut prendre le train, c'est très compliqué parce que les trains étaient très surveillés, évidemment, par les Allemands. Et vous avez une femme qui m'a vraiment beaucoup impressionnée aussi dans les sources. Alors, je cite leur nom, et je n'ai pas la photo de toutes, mais je cite leur nom pour les faire sortir un petit peu de l'oubli. C'est Marie-Louise Hamon, une résistante qui a fait un trajet en train depuis Guingamp jusqu'à Paris
le corps, alors c'était en hiver, hein, l'hiver 44 aussi, hein, le corps entièrement matelassé sous son manteau. Voilà, vous imaginez en cas d'arrestation. Hein, vous ne pouvez pas nier, vous êtes prise la main dans le sac, quoi, si je puis dire. Hein. Donc là, évidemment, condamnation à mort assurée. Il y a plein d'exemples comme ça dans les sources de femmes impressionnantes. Je voudrais, puisqu'on est à Lorient, rendre hommage aussi à une agente de liaison, Anne-Marie Robic. Est-ce que vous connaissez son nom? Comment? Voilà, ouais. Alors, Anne-Marie Robic a été sauvagement exécutée par des Allemands. Elle était agente de liaison, mais elle a été, je pense que vous connaissez l'histoire, elle est tombée dans un guet-apens avec 3 autres jeunes agentes de liaison, hein, des copines à elle. Elles étaient âgées entre 17 et 21 ans. Elles ont été exécutées, enfin torturées, exécutées de la pire des manières. Anne-Marie Robic venait de fêter ses 21 ans, je crois que c'est le lendemain de ses 21 ans. Donc voilà. Autre rôle majeur tenu par les femmes, celui de convoyeuses de matériel compromettant, convoyeuses d'armes en particulier. Ce rôle leur est attribué. Pourquoi? Parce que jusqu'en 1943, au moins, elles passent beaucoup plus inaperçues que les hommes. C'est-à-dire que jusqu'en 1943, les Allemands ne les attendent pas du tout dans ce rôle-là. Ils pensent que les armes, c'est le domaine masculin. Voilà. Donc jusqu'en 1943, les femmes vont passer inaperçues et elles vont convoyer des armes ou du matériel compromettant, hein, post-émetteur, etc. Matériel d'impression, Ronéo. Elles sont très habiles pour ce genre de transport, c'est-à-dire qu'elles vont jouer de leur image stéréotypée de ménagère dévouée à son foyer. Et elles vont transporter des armes dans leur cabas à provisions ou dans le landau du petit dernier. Elles vont cacher des armes dans du pain après avoir retiré la mie, dans des pelotes de laine, dans du linge qu'on est censé apporter au lavoir, etc., etc. Il y a plein d'exemples aussi dans les sources. Et ma foi, la ruse fonctionne, enfin les ruses fonctionnent très bien jusqu'en 1943. Après, quand même, les Allemands perdent beaucoup de leur naïveté. Hein. Mais jusque-là, ça se passe très très bien. Et puis, les résistantes sont aussi très douées pour utiliser leur charme en bien tout honneur, bien sûr. Et je voudrais encore une fois prendre des exemples parce que je trouve qu'ils sont parlants. Alors 2 exemples que j'ai trouvés aussi dans les dossiers CVR. Exemple d'Aristide Sicot, qui était un chef du réseau d'évasion VAR. Et il livre 2 anecdotes. J'ouvre les guillemets. En janvier 1944, on avait un poste émetteur à évacuer. Avec Daniel 2LE, j'ai regagné la gare. Les barrages avaient été doublés. C'est Daniel qui a porté le poste. Comme elle était très aguichante, on s'est arrangé pour que, sur le chemin de la gare, elle accepte les avances que ne manqueraient pas de lui faire les Allemands qui l'aborderaient. Et c'est bien ce qui se produisit. Un militaire s'est proposé pour lui porter sa valise, et c'est lui qui a traversé les barrages. Il est même monté avec Daniel dans le compartiment et a fait le voyage dans sa compagnie. Et à la gare Montparnasse, elle a réussi à le semer. Alors il évoque également le souvenir de Titi Keinek, Yvette Keinek, une jeune fille de Quimper qui avait 18 ans en 1944. Je vous disais que la valeur n'attend pas le nombre des années. J'ouvre les guillemets. Elle se chargea du transport du poste émetteur qu'elle plaça sur le porte-bagages de sa bicyclette. En descendant la colline au carrefour de la route de Châteaulin, elle tomba nez à nez avec les Boches. Elle leur sourit
Et un soldat l'aida à mieux ajuster sa valise sur sa bicyclette. Et voilà, évidemment, berner les Allemands, c'est une satisfaction, une jubilation énorme. Et surtout, on a eu tellement peur qu'après on décompresse évidemment. Mais n'oublions pas que si les Allemands avaient fait un contrôle un petit peu poussé, eh bien, elles risquaient aussi une condamnation à mort. Alors, si l'on récapitule depuis le début, on voit bien que les rôles réservés aux femmes dans la résistance sont des rôles genrés. Dans ce contexte, je me suis posé la question de savoir si les femmes ont eu accès à des responsabilités dans la résistance. Alors, quand on examine les dossiers, on constate que lorsque la résistance s'organise, les hommes s'octroient d'emblée les rôles de chef et ils accordent aux femmes des emplois subalternes. Et cela vaut aussi pour les maris qui accordent à leurs femmes le rôle d'adjointe, naturellement, et leurs femmes l'acceptent tout aussi naturellement. Donc on retrouve encore une fois ici le poids écrasant des mentalités et l'acceptation tacite des rapports de genre qui sont inégaux à l'époque. On remarque aussi que les résistants qui prennent des responsabilités dans la résistance sont les plus anciens dans la résistance. C'est-à-dire que le critère pour monter en grade, le critère unique pour monter en grade de l'ancienneté, je suis en train, excusez-moi, je fatigue, je suis en train de dire ma phrase complètement à l'envers, vous n'allez rien comprendre à ce que je dis. Je voulais dire, pour les hommes, il y a un critère unique pour monter en grade dans la résistance, c'est l'ancienneté, critère unique. Mais pour les femmes, ça ne suffit pas. Il y a un autre critère, et l'autre critère, c'est qu'il faut qu'elles aient fait leurs preuves vis-à-vis des hommes. Or, faire ses preuves, quand on est relégué à des tâches subalternes, évidemment, c'est pas facile. Bon, heureusement, certaines y parvenaient. Donc ça dénote déjà un certain caractère, je dirais. Mais là encore, quand on regarde un petit peu près les dossiers, on se rend compte que les hommes, oui, vont leur accorder des responsabilités, mais ils leur accordent la responsabilité de la direction d'un groupe de femmes. Je pense en particulier au groupe du FN ou au groupe de l'Union des femmes de France ou de l'Union des jeunes filles de France. Donc, en réalité, il leur donne des responsabilités qu'eux-mêmes n'ont pas envie d'endosser parce qu'à l'époque, pour un homme, prendre la direction d'un groupe de femmes, c'est plutôt déchoir. Donc vous voyez l'idée, encore. Alors, dans ce contexte, les femmes qui ont accédé à des responsabilités non genrées sont vraiment des exceptions. Je vous parlais tout à l'heure de Thérèse Pierre, qui a dirigé une centaine d'hommes. C'est vraiment une exception. Je voudrais vous présenter une deuxième de ces exceptions. Il n'y en a vraiment pas beaucoup en Bretagne. C'est Suzanne Wilborts. Alors, elle n'est pas bretonne, elle vivait avec sa famille à Paris. Elle était infirmière et son mari était pédiatre, médecin pédiatre. Tous les deux ont été très impliqués pendant la Première Guerre mondiale. Elle en tant qu'infirmière, lui en tant que médecin. Et lui a été gazé à l'hypérite. Il en a gardé, après la Première Guerre mondiale, des séquelles énormes. Il a fait une pleurésie, enfin bon, je vous passe le détail. Il était très affaibli, ce qui fait que, bon, il a continué d'exercer après la guerre, quelques années à Paris, et au bout d'un certain temps, il s'est dit, il vaut mieux que je rapatrie ma famille à l'air pur. La famille s'est installée sur l'île de Bréa. Voilà. Et donc, lui a continué à officier comme médecin sur l'île de Bréa. Et Suzanne est devenue infirmière et sage-femme, voilà, sur l'île. Et donc, évidemment, ces gens-là, en 40, n'ont qu'une envie, c'est de résister, dès 1940.
Mais Adrien est trop affaibli pour s'investir dans la résistance. Hein. Donc Suzanne, elle se sent en pleine forme, eh ben, elle va y aller à fond. Alors elle y va à fond et j'aime mieux vous dire que pour préserver son mari, elle ne l'avertit même pas. Elle s'engage à fond et elle va créer son propre groupe. Ça c'est assez exceptionnel pour une femme à l'époque. Elle va fonder son groupe de résistance qu'elle appelle la bande à Sidonie. Parce que son pseudo en résistance était Sidonie. Voilà, la bande à Sidonie. Et la bande à Sidonie va faire des émules, va grossir, et Suzanne, au bout d'un certain temps, en 1900, je crois que c'est en janvier 1943, va affilier son groupe au réseau Georges France 31 pour pouvoir avoir des subsides de Londres. Enfin bon, c'est plus facile financièrement évidemment. Hein. Et elle va continuer à développer ses activités au point que cette femme va avoir des responsabilités pour toute la Bretagne Nord. C'est exceptionnel dans les sources. Hein. Toute la Bretagne Nord pour le réseau Georges France 31. Voilà. Et elle est alors hyper active. Au bout d'un moment, son mari va se rendre compte quand même qu'elle est très impliquée dans la résistance. Il va donner un coup de main à la mesure de ses forces. Et puis, eh bien, ma foi, la bande à Sidonie va tomber du fait d'une infiltration. Hein, voilà, et donc tout le groupe va être déporté, Adrien y compris, le père, qui va succomber au bout de 3 semaines, hein, puisqu'il arrive là-bas déjà malade. Et Suzanne, qui avait embauché, si je puis dire, sa jeune fille Marie-Josée, alors peut-être que vous connaissez son nom, Marie-Josée Chambardelot, qui donc était agente de liaison au service de sa mère, hein, qui avait commencé ses études de médecine, va être déportée avec sa mère au camp de Ravensbrück. Voilà, Marie-Josée vit toujours. Elle va fêter ses 102 ans le 31 mai prochain. Marie-Josée est devenue sociologue après la guerre. Elle en avait trop vu à Ravensbrück, elle ne voulait pas continuer ses études de médecine. Elle est devenue sociologue et elle a beaucoup témoigné à partir des années 70 sur la déportation. Et elle a continué de témoigner jusqu'au Covid. Hein. Donc elle va avoir 102 ans cette année. On la salue aussi. Marie-Jo, qui s'appelle en réalité Yvette, mais là aussi elle a expliqué qu'elle a été arrêtée comme étant Marie-Jo. Elle a été Marie-Jo à Ravensbrück et à Mauthausen, donc ça lui était impossible de reprendre son prénom de baptême et elle est devenue donc Marie-Jo. Voilà, Marie-Jo, Grand Croix de la Légion d'honneur. Elles sont 4 femmes, à ma connaissance, à être Grand Croix de la Légion d'honneur en France. Hein. Voilà, 4 résistantes françaises à être Grand Croix de la Légion d'honneur. Voilà, les 3 autres sont au Panthéon. Ah oui, je suis désolée, je suis bavarde. Hein. En tout cas, je vous disais que Marie-Jo et Suzanne ont été déportées à Ravensbrück et ça va me servir de liaison puisque j'en arrive, de transition, j'en arrive maintenant à la 3e grande question. Que peut-on dire de la répression qui s'est abattue sur les femmes ? Alors, dès 1941, de nombreux services allemands sont impliqués dans la lutte contre la résistance, avec un panel de mesures répressives qui n'exclut pas les femmes. Ceci dit, pour les Allemands, les résistantes ne sont pas des combattants comme les autres, ce sont avant tout des femmes. Et jusqu'en 1943, ils se montrent relativement cléments à leur encontre, c'est-à-dire qu'en principe, elles sont exclues des fusillades et en principe, leurs condamnations à mort sont commuées en travaux forcés à perpétuité. Alors, ensuite, à mesure que les actions de résistance s'intensifient,
Les Allemands ripostent évidemment, et on peut dire qu'ils vont considérer les résistantes à part entière sur un pied d'égalité avec les hommes. En fait, on se rend compte que les résistantes acquièrent l'égalité avec les résistants uniquement par la répression. Et donc, ça se concrétise par un même niveau de sauvagerie au moment des tortures qui leur sont infligées. On en a vu plusieurs exemples, jusqu'ici, je ne reviens pas là-dessus. Celles qui sont condamnées à mort et dont la sentence est commuée en travaux forcés à perpétuité sont déportées principalement au camp de Ravensbrück. C'est un camp qui est situé à 80 km au nord de Berlin, dans une région qui est appelée ou surnommée plus exactement la Petite Sibérie. Ça vous donne une idée du climat là-bas. Et c'était un camp exclusivement réservé aux femmes. Alors la plupart des Bretonnes ont été acheminées au camp de Ravensbrück, à part quelques exceptions qui vont transiter par le camp d'Auschwitz. Alors je vais vite. J'aurais quand même vous dire que les femmes qui se sont engagées dans la résistance savaient qu'elles risquaient l'emprisonnement, elles savaient aussi qu'elles risquaient leur vie, mais ce qu'elles ne pouvaient pas savoir, ce qu'elles ne pouvaient pas imaginer, eh bien, ce sont les atroces réalités de l'enfer concentrationnaire nazi, évidemment. Et je voudrais attirer votre attention sur une différence majeure entre l'emprisonnement et la déportation. Lorsqu'elles étaient emprisonnées, les résistantes étaient considérées par les Allemands comme des ennemis. Donc ça veut dire qu'elles faisaient encore partie de la catégorie des êtres humains. Or, quand elles étaient déportées, elles perdaient leur identité, elles devenaient un numéro matricule, elles étaient complètement déshumanisées, chosifiées, elles étaient annulées, en fait, en tant qu'être humain. Et le verbe annuler, à mon sens, n'est pas trop fort. Je voudrais vous citer l'écrivain Georges Semprin, qui était espagnol, qui a quitté son pays au moment de la guerre civile et qui s'est battu aux côtés des Français dans la résistance et qui a été, lui, déporté au camp de Buchenwald. Il témoigne de son expérience concentrationnaire dans l'écriture ou la vie. Il écrit, j'ouvre les guillemets, « Nous n'avons pas survécu à la mort, nous l'avons vécue. Nous ne sommes pas des rescapés, mais des revenants. » Alors je ne vais pas évoquer les conditions de vie au camp de Ravensbrück, vous avez tous lu des choses sur le sujet ou vu des images. Je voudrais juste vous donner un chiffre, environ 500 Bretonnes, enfin 500 femmes ayant fait de la résistance en Bretagne en tout cas, ont été déportées dans un camp nazi. Environ 50% ont péri en terre allemande et d'autres sont revenus mais sont décédés juste après leur retour. Voilà. Ni les plus jeunes ni les plus âgés n'ont été épargnés. Les plus jeunes n'avaient que 15 ans quand elles se sont retrouvées au camp de Ravensbrück. Et la plus âgée, c'est Marie Béranger. Elle a été déportée à l'âge de 79 ans. 79 ans, c'est très âgé pour l'époque. Marie Béranger, qui était communiste, très engagée dans le mouvement pacifiste avant la guerre. Voilà, Marie Béranger n'a évidemment pas résisté à l'enfer concentrationnaire nazi. Pour résister dans ces conditions extrêmes, il fallait être à la fois forte physiquement et psychologiquement. C'est pas ou, c'est et. Physiquement et psychologiquement. Et quand vous étiez forte physiquement et psychologiquement, vous arriviez à nouer quelques relations d'amitié avec quelques compagnes d'infortune. Et c'est ça qui vous faisait tenir. Tenir, c'est le maître mot, évidemment, dans les camps. Donc des liens indéfectibles, des liens de sororité, je dirais, indéfectibles, se sont noués là-bas. Alors, une dernière remarque, même dans les circonstances les plus hostiles, dans les camps de concentration, vous avez quelques résistantes qui ont réussi encore à résister aux nazis.
Et je voudrais finir, ce sera mon dernier exemple, par Marie-Louise Le Bozec, vous connaissez son nom certainement, qui était infirmière à Lorient. Et cette femme, alors je vous passe son palmarès en résistance, elle a réussi l'exploit de résister, arrivée en Allemagne, dans les prisons, elle a transité par plusieurs prisons, elle a été déportée à Ravensbrück, elle aurait dû être libérée en 1943, elle a été libérée au moment de la libération des camps. Marie-Louise Le Bozec, c'est une magnifique incarnation de la résistance féminine en Bretagne, et en plus elle est de Lorient, donc un nom à connaître, s'il faut en garder un, c'est celui-là. Marie-Louise Le Bozec, ici, qui reçoit d'ailleurs la Légion d'honneur très tôt, il y a peu de femmes qui l'ont reçue dans les années 60, et elle a tenu à porter sa tenue de déportée pour recevoir la Légion d'honneur. Voilà. Alors vous l'aurez compris, mon but ce soir était de rendre hommage aux résistantes ordinaires, oubliées de l'histoire, hormis quelques figures emblématiques. Rien ne les prédisposait à faire ce qu'elles ont fait. Leur idéal de liberté les a transcendées, les a poussées à des actions qui forcent l'admiration, actions courageuses, parfois héroïques, et toujours au péril de leur vie. Et je vous remercie de votre attention et je vous prie de m'excuser pour avoir débordé.